Alors on y va. Bonjour à vous tous. Donc nous sommes 4, on va rapidement vous présenter qui nous sommes. L'objectif de cette session, c'est de vous donner quelques éclairages sur des pratiques B2B. Donc autour de la table, vous avez 3 acteurs du B2B. Et l'idée, c'est à partir de l'observation de certaines de leurs réalisations, de trouver des inspirations, des rebonds, des idées de rebonds pour ceux qui, dans la salle, sont dans l'univers B2C. Du coup, une toute petite question. Alors, on voit mal vos mains parce qu'on a les projecteurs dans les yeux. Néanmoins, est-ce que ceux qui sont dans l'univers B2C peuvent juste très rapidement lever la main pour qu'on voit globalement B2C, B2C. D'accord. OK, merci beaucoup. Alors, avec nous aujourd'hui, vous avez Pierre-Olivier. Donc, je vais te laisser rapidement nous expliquer qui tu es et surtout ce que tu fais. Bonjour, donc Pierre-Olivier Brial, donc je suis directeur général délégué du groupe Manutan, voilà, qui est un distributeur B2B qui travaille auprès des entreprises, des collectivités et des artisans. Très très bien. Alors, Pascal, qui est tout à ma gauche, donc tout à votre droite, dirige une société Probox et il est venu avec un film qui fait 1 minute. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le regarde et ensuite Pascal nous explique un peu plus en détail. Alors ça va très vite, c'est un peu comme Pascal, ça va très vite. Pascal, quelques petits mots pour compléter ce qu'on vient de voir et puis ensuite on reviendra sur ton entreprise à d'autres moments de l'intervention. Donc, bonsoir à toutes et tous, je m'appelle Pascal Lefebvre, je suis directeur général de Probox et de la plateforme UtiloPro. C'est une entreprise du groupe ADO que j'ai créée dans un cadre entrepreneurial il y a un peu moins de 2 ans et on vient d'ouvrir nos premiers magasins il y a 2 mois. Enfin, nos premières bases vie, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ok, donc une entreprise créée il y a 2 ans, une première ouverture de magasin il y a 2 mois, et puis d'autres magasins à venir, déjà un deuxième ouvert et d'autres magasins à venir. On va le qualifier un petit peu après. Et enfin, le dernier intervenant, c'est Jean-François Mathieu. Bonjour à tous et toutes. Donc je suis Jean-François Mathieu, je travaille chez UPS et je coordonne le marketing B2B pour UPS. Et accessoirement, je donne quelques cours à l'ESSEC et à Télécom Paris-Tech sur le marketing B2B. UPS, je pense que vous le connaissez tous, mais je vais essayer de l'introduire à la manière de la fille d'un collègue qui a dit finalement, papa, UPS c'est quoi? Vous n'êtes pas le Père Noël, mais vous distribuez beaucoup plus de colis que lui. Alors, si vous distribuez beaucoup plus de colis que le Père Noël, c'est parce que le B2B c'est grand. Donc on a affiché, et ça sera le seul slide de cette intervention, on a affiché quelques chiffres. Tu peux nous les commenter? Oh oui, alors c'est des chiffres qui viennent de diverses études. À gauche, vous avez la source Frost & Sullivan qui dit grosso modo le B2B dans le monde, et on parle vraiment de B2B e-commerce. Donc on exclut le EDI, c'est à peu près 6 700 milliards de dollars actuellement en 2020. Alors que le B2C, c'est 2 fois moins. Donc certaines sources disent que le B2B, c'est 3 fois plus que le B2C, 2 fois plus. Bref, on sait que le B2B e-commerce, et c'est assez peu connu,
Et le B2B e-commerce est beaucoup plus gros que le B2C e-commerce. Après, on peut se poser la question sur le marché français, et là, les sources viennent de la FEVAD. On voit que le B2B e-commerce, hors EDI, j'insiste, c'est à peu près 100 milliards d'euros. On sait que le B2C e-commerce, d'après les sources de la FEVAD, c'est 82-85 milliards d'euros. Donc on a un rapport de 1,2 pour 1. On a un B2B qui serait légèrement plus important que le B2C. Mais on pense que cette taille va augmenter parce qu'on a fait une étude chez UPS sur le B2B e-commerce qui s'appelle IBD, qui a été fait par TNS Sofres et qui révèle que 1 euro sur 2 dans le monde du B2B plutôt industriel automobile serait dépensé via le e-commerce. 1 euro sur 2 en Europe. On est à peu près sur les mêmes montants en France. On a 92% des acheteurs en Europe industriels qui souhaitent passer en direct via les sites web de leurs fournisseurs. Et puis, pour se différencier en B2B e-commerce, et j'y reviendrai peut-être, la partie service est différenciante parce qu'une fois qu'on est sur le B2B e-commerce, il faut savoir se différencier. Les services sont attendus par 86% des acheteurs. Donc voilà quelques chiffres macro sur le B2B e-commerce. Ok, donc le B2B e-commerce et le B2B de manière générale, c'est gros. C'est pas seulement gros. Ce qui a déclenché cette intervention, c'est un échange avec Michel Corr, où je lui faisais part, et il en est conscient, du niveau de maturité du côté des pratiques marketing du B2B, et dans le même temps de la relative méconnaissance de ces pratiques. Et donc on rentre maintenant dans le vif du sujet, on va chercher à apporter quelques points d'éclairage. Alors le premier, c'est de constater qu'en B2B, on a une caractéristique, c'est que le nombre de clients est plus limité. La valeur des clients, conséquemment, dans la mesure où le volume de chiffre d'affaires est plus élevé, est donc plus grande. Et dernier point, les clients ont des caractéristiques, des variables quelque part de segmentation qui sont assez marquées. Du coup, on peut bien interagir, on peut bien jouer avec ces familles de clients. Alors, première illustration de comment on joue, je me tourne vers Pascal. Dans le concept de Probox, avant même d'être un retailer, ou en même temps qu'on est un retailer, on est aussi l'animateur d'une communauté. Alors, en fait, on a, évidemment, quand on a démarré cette plateforme, on s'est dit finalement, ou cet écosystème, comment on peut, alors qu'on n'a pas d'enseigne pour le moment, rentrer en contact avec nos communautés. Et on a décidé de faire émerger une plateforme communautaire qui s'appelle #UtiloPro, qui est totalement digitalisée. La vocation de cette plateforme, c'est, en fait, elle est double. D'un côté, il y a un discours plutôt sociétal autour de comment un distributeur peut s'engager vis-à-vis de sa filière, par exemple pour aider les apprentis. Comment on peut, à un moment donné, par des événements, donner de la fierté d'appartenance à des gens qui, à 14 ans, on leur a dit si tu n'es pas bon en maths, tu iras en CAP, alors qu'on aurait dû lui dire qu'on avait un beau métier pour lui, c'était la menuiserie. Et je pense que c'est beaucoup de gens que l'on rencontre. Il faut savoir aussi que dans nos communautés, et de plus en plus, qu'on travaille un peu avec les compagnons, il y a aussi beaucoup de réinsertion sociale, et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être intégrés dans une fierté d'appartenance très forte. Donc ça, c'est la première idée qu'on a. Donc c'est plutôt corporate, sociétal, et c'est un engagement de la marque d'être auprès de nos communautés. Et puis, on a dans notre transactionnel des magasins. Et donc, au travers d'UtiloPro, on a un deuxième niveau qui est un niveau plus local d'animation de nos communautés au plus proche des zones d'intervention des bases vie, enfin des magasins, qui permet à un moment donné de faire se rencontrer, enfin de permettre à ce que nos communautés se rencontrent dans nos magasins ou lors d'événements spécifiques. Donc c'est bien à double niveau. Donc ça, c'est le fonctionnement. Il y a ta communauté, elle vit également sous une forme digitale. Tu peux un peu nous expliquer comment ça fonctionne? On est présent, donc cette plateforme communautaire qui est une marque, s'appelle #UtiloPro, donc c'est une marque qu'on a déposée. Elle est présente sur tous les réseaux sociaux.
On a à peu près 22 000 followers. Hein. On a démarré, on a fait émerger ça en septembre-octobre 2017. On a démarré notre plateforme et nos opérations en 2018. Et on a déjà 22 000 followers, ce qui est plutôt intéressant pour nous. Et puis, évidemment, on crée des événements. Vous avez pu le voir très rapidement dans le film. On crée des événements ou on participe à des événements pour nous permettre d'être engagés auprès de notre filière. Nous souhaitons être des contributeurs au développement de ces filières. Donc ça, c'est la vie de ta communauté. D'un point de vue du business, à quoi ça sert ta communauté? Qu'est-ce que ça apporte à ton activité? Lorsqu'on a fait émerger cet écosystème, on s'est aperçu que finalement, un artisan, du bâtiment ou autre d'ailleurs, hein, il est relativement seul dans sa camionnette. Et donc, on s'est dit, comment on peut à la fois, et c'est normal, c'est une dette qu'on a vis-à-vis d'un client de fournir du transactionnel et donc du produit, du prix et de la disponibilité produit, mais comment on peut, alors qu'il est seul, lui offrir des plateformes de discussion, des capacités de se rencontrer avec d'autres, sans forcément être en transactionnel, et d'avoir une espèce de sincérité dans notre démarche de communication vis-à-vis d'eux. Et tu utilises le résultat de cette communication, ça te sert à quoi? Alors, on a évidemment dans nos bases vie des espaces, on en parlera peut-être tout à l'heure, qu'on a appelés attentionnels, où finalement ils peuvent se poser, prendre une douche, faire tout un tas de choses qu'ils ne peuvent pas faire chez les distributeurs actuels. Et évidemment, leur permettre aussi de rencontrer d'autres communautés. En fait, globalement, notre ambition, c'est de donner de l'amplitude à un mode de fonctionnement très usité chez les artisans, c'est le bouche à oreille. Et donc, notre plateforme est un peu un écho au développement, au bouche à oreille, au mode de fonctionnement de bouche à oreille. D'accord. Alors, ça, c'est le premier exemple de l'utilisation ou de la relation qu'on peut tisser via les réseaux, via la communauté avec les professionnels. Pierre-Olivier a un deuxième exemple, quelque part plus simple, tout aussi impliquant, puisque chez Manutan, on utilise LinkedIn et on va voir que c'est plus que l'entreprise, c'est carrément le patron de l'entreprise qui le fait. Tu nous racontes ce que tu fais ? Oui, alors nous, à la base, on est un modèle de cataloguiste, donc on nous appelait la redoute de l'industrie. On a un énorme catalogue où on trouvait à peu près tout, qu'on vendait à distance. Ce qui était en B2B un modèle, une niche, c'est-à-dire que le B2B, c'est traditionnellement plutôt un marché de réseau ou de force de vente, et nous, on avait un catalogue. On a rapidement compris que l'avenir d'être un cataloguiste en B2B allait disparaître. Donc la première étape, ça a été de se digitaliser en un site marchand. En fait, rapidement, ça s'est avéré pas plus différenciant, parce qu'un des problèmes aujourd'hui auxquels on est confronté en B2C, mais ça arrive en B2B, c'est que l'acte même de distribution n'a plus de valeur. C'est-à-dire qu'on était traditionnellement dans un métier où le fait de stocker un produit, de le mettre à disposition d'un client, de le distribuer, tout ça, ça avait une valeur. Et c'est vrai que les modèles, notamment B2C, comme Amazon, en fait, on détruit cette valeur-là. En fait, elle n'existe plus. C'est-à-dire que commander, être livré dans l'heure, on n'est pas prêt à payer très cher pour ça. Et donc nous, on a voulu faire évoluer notre concept en disant on va rester évidemment une grande plateforme de vente en ligne. Donc on a un site marchand sur lequel on vend des dizaines de milliers de références, très B2B, mais il faut qu'on propose autre chose à nos clients. Et donc on s'est positionné sur un métier de rationalisation du portefeuille fournisseur. En 2 mots, on va voir un directeur des achats et on lui dit voilà, il y a des produits dont vous connaissez la consommation, la fréquence, ça vous l'avez contractualisé, puis il y a tout le reste. Il faut du sel parce qu'il neige, il y a une fuite, il y a des gens qui arrivent, etc. Et en fait, les entreprises sont pleines de ce qu'on appelle ces achats spot. Plus l'entreprise est grande, plus il y en a. Et on peut se retrouver avec des sociétés qui ont 5-6 000 fournisseurs avec lesquels elles font moins de 200 €. Donc nous, on rationalise tout ça avec des solutions électroniques, avec des commerciaux qui vendent une solution qu'on a lancée. Et le gros problème, c'était comment le faire savoir. Et surtout, comment passer d'une image, je suis un cataloguiste, puis un site internet, à j'aide à rationaliser sur un concept qui était plus ou moins connu, les achats de classe C. Donc à la fois le concept n'était pas forcément encore totalement connu par les entreprises, cette possibilité d'économiser massivement en rationalisation les achats,
Et Magnutan n'était pas forcément associé à ça. Donc on a fait pas mal d'actions, dont une sur les réseaux sociaux, en fait, qui est effectivement très performante. La première chose qu'on a fait, c'est d'écrire un point de vue. Donc on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on a à dire? Et donc on a sorti une sorte de livre blanc, un point de vue. Et ce point de vue, on a décidé de le faire savoir, de le communiquer. Et donc moi, j'ai entrepris tout un travail de connexion en fait, avec une communauté d'acheteurs. Aujourd'hui, j'ai 5 à 6 000 acheteurs avec qui je suis connecté et avec lesquels je communique maintenant très très régulièrement sur notre point de vue. Alors le premier, ça a été les achats de classés sont une mine d'or. Le deuxième, c'est comment on utilise la data pour identifier des économies. Là, le troisième qui va sortir, c'est l'acheteur du futur est-il un robot? Voilà, donc en fait, on a des points de vue alors qui tournent autour de notre concept. Ces points de vue-là, on les partage, enfin moi je les partage, donc soit le point de vue global, mais aussi des petits éléments. Et puis à partir de là, on rentre dans une discussion et donc ça se traduit par des clients qui nous disent je voudrais vous voir pour en discuter. Ça se traduit par des clients qu'on invite à nos événements. Et donc on a vraiment réussi aujourd'hui à se servir des réseaux sociaux et notamment de LinkedIn pour diffuser à la fois le concept et à la fois le fait que nous, on sait le faire. D'accord. Quand on a échangé avant cette intervention, moi j'ai été étonné parce que tu me disais que c'est à partir de mon compte personnel que je le fais. Donc ce n'est pas l'entreprise. Tu peux même un petit peu plus qualifier ton implication individuelle. J'ai en tête que c'est toi qui écris une partie des articles. Tu peux... En fait, moi, ce qu'on m'a dit tout de suite chez LinkedIn, on a dit, bon, globalement, se connecter à Magnutan, personne n'en a rien à faire. Par contre, ce qui est éventuellement intéressant, c'est si c'est une personne qui se connecte à d'autres personnes. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'était que, en fait, le fait de se lancer là-dedans, c'était aussi pour moi et pour nos équipes un moyen de vraiment écrire ce qu'on voulait être, ce qu'on voulait faire. En fait, ça a quasiment été un outil interne au départ, ce point de vue. De dire c'est ça qu'on veut être, c'est vers ça qu'on va, parce qu'on a lancé des solutions technologiques que les commerciaux doivent présenter aux clients. Donc évidemment, c'est un grand changement et il fallait expliquer la vision. Alors oui, donc moi, c'est moi qui écris tous les articles. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, c'est vraiment intimement la stratégie de l'entreprise. Et chaque fois, en fait, ça nous fait avancer notre réflexion. Alors maintenant, je ne suis plus tout seul, en réalité, à écrire, parce qu'en fait, on a d'autres personnes, notre directeur du digital, notre directeur des services à valeur ajoutée, qui font le même travail, en prenant un autre angle. Sur leur univers. Oui, sur leur univers. Parce que nous aussi, on a un autre enjeu qui est un enjeu de modernité. C'est-à-dire que le problème, c'est que tous les anciens cataloguistes, on a quand même été vite perçus comme les vieux de la vieille, et avec un mouvement assez fort d'attention donnée à des startups ou donnée à des grands acteurs qui ouvrent des entrepôts, et les hommes politiques sont très contents d'aller ouvrir des entrepôts d'acteurs américains. Mais globalement, les boîtes qui avaient 60 ans en France, qui créaient de l'emploi depuis 60 ans, c'était plus intéressant. Et donc, il fallait à tout prix qu'on crée cette image de modernité. Et donc, le fait d'avoir un directeur du digital qui crée sa communauté du digital, un directeur des services à valeur ajoutée qui crée sa communauté, qui montre nos solutions. Et en fait, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a une interdépendance énorme entre ce qu'on fait sur LinkedIn et en physique. C'est-à-dire que notre directeur des services à valeur ajoutée, il va se connecter avec les équipes de SAP Ariba, les équipes de Coupa, enfin toutes ces grandes plateformes d'achat. Il va produire du contenu avec eux, il va les rencontrer en physique, etc. Et on communique énormément. Et on a pu voir, en fait, qu'on a progressivement, alors c'est pas tout à fait fini, aujourd'hui on fait du grand média, mais on a progressivement pu faire évoluer notre image. Ok. À l'écran, là, vous avez le relais vers slido.com. Donc, si vous voulez poser des questions, allez-y. Et à la fin de l'intervention, on répondra. Si vous n'avez pas encore pratiqué les interventions, vous verrez, ça fonctionne. Alors, on a des clients avec qui on interagit sous une forme communautaire ou via des réseaux. Et puis, on a une caractéristique, c'est que de plus en plus, on va vers une relation individualisée. Alors, ça va parfois jusqu'à l'extrême. Et de ce côté-là, côté UPS, quand on a bossé en amont, Jean-François, tu m'as parlé de Manufacturing as a Service, donc des plateformes que vous développez en ce moment. Tu nous racontes ? Oui. Alors, Manufacturing as a Service, ça part d'un postulat qu'il existe des technologies additives d'impression 3D qui existent depuis longtemps et qui sont, on croit, de plus en plus mûres pour adresser le marché de la fabrication traditionnelle. Donc, avec, je vais le faire très vite, avec l'impression 3D, vous pouvez faire des pièces d'un seul tenant qui sont beaucoup plus légères, qui sont beaucoup plus résistantes. Donc, on a un rêve de designer. Puis après, on peut aussi passer dans un autre rêve qui est celui du marketing et du commercial en disant, voilà, on a vu votre machine, vous l'utilisez d'une certaine manière, il y a une usure spécifique. Donc, on a fait des pièces pour que nos machines aient moins d'intervention de techniciens
avec vous. Donc là, on rentre vraiment dans du sur-mesure. On est dans le B2B, mais on est dans l'humain, on a fait quelque chose pour vous. Donc là, pour le coup, on touche aussi à la loyauté. Mais il y a, ça, c'est les deux aspects, les deux rêves qui sont pris en compte dans le business model de l'impression 3D. Mais il y a aussi d'autres choses qui doivent être prises dans l'équation, notamment les inventaires, les niveaux d'inventaire dans les stocks qui sont très élevés et qui permettent là de trouver une équation économique qui est assez intéressante. Puisque vous n'avez plus besoin d'avoir 10, 15, 20, vous avez besoin d'une pièce. La pièce, on en a besoin pour faire une intervention sur un aéronef. Elle est envoyée, puis on réimprime la pièce. Donc les inventaires baissent, et là, pour le coup, on a une équation économique qui est assez intéressante. Et on peut envisager de digitaliser la relation commerciale, l'ordre, etc. Ça implique quoi en termes de mise en place? Ça veut dire quoi? Il y a combien de plateformes? Comment ça fonctionne? Alors, très concrètement, nous, on est supply chain, donc on est expert dans la partie gestion des inventaires et expédition rapide. Après, il y a d'autres experts sur l'impression 3D. Donc, on a fait un partenariat avec Fast Radius, et ce partenariat a été noté par le Forum économique mondial cette année comme l'une des entreprises les plus innovantes. Et puis, on implante dans nos hubs aériens, c'est-à-dire dans nos points de concentration aériens, des petites additive manufacturing units qui permettent d'imprimer à la demande des pièces et de servir le client beaucoup plus rapidement. Donc on a à la fois des équipes de Fast Radius qui travaillent sur la partie sur la partie design de pièces et pour la production de pièces innovantes. Et puis après, il y a les experts de UPS qui travaillent sur la partie supply. Voilà grosso modo le go-to-market. Alors on est un petit peu en avance de phase, on teste le marché, mais on pense que ça va se développer et on a voulu prendre des positions là-dedans. Ok, alors ça c'est l'hyper-personnalisation. Paradoxalement, pour répondre au mieux aux attentes des clients, il y a une autre tendance que tous les acteurs connaissent qui consiste à proposer le plus grand choix possible. Et là-dessus, votre modèle, si on regarde Manutan, est en train d'être complètement bouleversé puisque le nombre de références activées ou actives augmente dans des proportions complètement folles. Et ça a des impacts sur la façon de bosser. Alors nous, en fait, pendant longtemps, on avait donc notre gros catalogue et on se considérait comme l'acteur qui avait l'offre la plus large. Et on référençait 6 000 produits par an. Alors, on avait 80 000, on référençait 6 000. Et puis un jour, on a dit, maintenant, il faut monter à 24 000. Et donc, toutes les équipes nous ont dit, non, mais c'est pas possible, 24 000. Et en fait, on a une solution de gestion de contenu qui s'appelle Step. Et ils nous ont dit, allez en Hollande. On a un client qui s'appelle Bol.com, en fait, qui est l'équivalent d'Amazon en Hollande, parce qu'ils ont le même outil que vous. Et donc, on est allé voir l'équipe, et puis on s'assoit, on lui dit, écoutez, on vient vous voir parce qu'on veut référencer 24 000 en un an. Et là, le gars rigole, il dit, nous, c'est ce qu'on va référencer durant notre entretien. Il a dit, ah bon? Il a dit, ouais, non, mais c'est fini, on référence plus les produits aujourd'hui. On référence massivement des fournisseurs. Et ensuite, on a des algorithmes, on a des outils qui vont aider à les vendre en ligne, etc. Donc, on est revenu en se disant, mais en fait, on n'a rien compris. Donc, on a tout cassé. Et effectivement, aujourd'hui, on référence en un mois ce qu'on référençait avant en 18 mois. Après, ça pose un autre problème, c'est que, alors je passe la logistique, etc., parce que ce n'est pas l'objectif là, mais ça pose le problème de dire, nous, en fait, on a tellement de contacts différents que certaines personnes vont venir nous acheter du bureau, d'autres personnes vont être très techniques, etc. Et donc, se pose aujourd'hui la question de dire, mais quel produit je pousse à quel utilisateur? Alors, il y a une chose qu'on a fait qui n'est pas très, qui est pas très innovante, mais on a installé en fait des solutions d'algorithmes qui aujourd'hui personnalisent tout le parcours du client. Mais ce qui était intéressant, par exemple, pour nous, c'est que traditionnellement, le chef de produit, son métier, c'était de classer les catégories, il faisait les pages de catégories, etc. Puis on les a mis progressivement, si on peut dire, en compétition avec les algorithmes, jusqu'au jour où l'algorithme a été beaucoup plus pertinent. Donc ça a été la première étape. La deuxième étape, c'est de se dire, mais ces dizaines de milliers de produits, à quel contact on les pousse? Parce que c'est d'une même entreprise, je sais pas, si on prend Saint-Gobain, vous allez avoir 6 contacts différents qui ont un rapport totalement différent à Manutan. Et donc, aujourd'hui, tout notre travail maintenant, c'est d'amasser énormément d'informations sur le contact en disant, lui, c'est probablement une personne qui travaille dans une usine. Lui, c'est probablement un acheteur. Elle, c'est probablement quelqu'un qui approvisionne de l'emballage. Et donc, en fait, aujourd'hui, les produits qu'on va pousser sont basés sur l'information et ce qu'on a compris en fait, de l'utilisateur. De sa navigation. Alors, c'est sa navigation, son historique de commande, c'est par où il est venu, c'est la nature de l'entreprise. Donc, en fait, progressivement, on agrège de plus en plus de connaissances. Parce qu'en B2B, en fait, quand on parle d'un client, en fait, ça n'existe pas réellement un client. C'est-à-dire que si on prend Saint-Gobain, je prends cet exemple-là,
Vous avez un directeur des achats groupe, lui, vous ne lui parlez pas du tout produit, vous lui parlez solution. Après, vous avez des directeurs d'achat en filiale, et eux, leur problème, c'est de savoir s'ils vont suivre la directive du groupe. Vous avez des directeurs d'usine. Vous avez des personnes dont le seul souci, c'est de savoir s'ils peuvent mettre de l'acide dans la cuve. Et vous avez des personnes dont le seul souci, c'est de passer des commandes. Et eux, leur seul problème, c'est de savoir est-ce que Manutan va me livrer dans les temps parce que je me suis engagé auprès d'un utilisateur. C'est ça qui fait la richesse, mais aussi la complexité du B2B, la notion de client en tant que tel. Et donc, on est des métiers où souvent, nous, un client, c'est une adresse de livraison. Mais ça ne fonctionne plus du tout. Et donc, on est obligé de rentrer aujourd'hui dans une stratégie de contact extrêmement élaborée, d'autant plus que le risque d'ajouter des dizaines de milliers de références, en fait, c'est de ne pas les vendre. Ou alors d'être totalement à côté de la plaque, c'est-à-dire d'aller proposer à quelqu'un qui achète de l'emballage ou qui est une assistante qui est dans un cabinet d'avocats, d'aller lui proposer des élingues ou des transpalettes. Et donc, on travaille énormément ce point-là pour rester très, très pertinent sur ce qu'on propose à chaque utilisateur. Donc, une augmentation extrême du référencement. Vous avez un objectif à 2 ans. 1 million. 1 million de références. Et de l'autre côté, un couplage entre l'augmentation de ce référencement et la donnée client pour faire des propositions hyper personnalisées. Oui, alors d'autant plus qu'en B2B, par exemple, nous, on n'est pas une place de marché parce qu'il y a un gros problème de certification de la qualité. Si vous vendez des gants, c'est technique, des gants qui doivent résister à 180 degrés, vous devez absolument garantir la provenance. Donc, vous ne pouvez absolument pas dire je vais avoir des marchands qui vont vendre. Alors certes, ils vont bien livrer, mais je ne peux pas garantir. Mais c'est de la même façon, si on pousse un produit qui n'est pas le bon à un utilisateur, il faut savoir qu'en B2B, il engage. Souvent, il s'engage auprès d'un utilisateur, il est responsable. Ce n'est pas leur argent. Et à la rigueur, si j'achète un mauvais produit pour chez moi, c'est mon problème. Si je suis un approvisionneur dans une usine et que j'ai acheté une série de gants qui ne résistent pas à 180 degrés et j'ai 3 blessés, j'engage pénalement la responsabilité de l'entreprise. Donc l'extension de la gamme, ce n'est pas uniquement d'être certain qu'on touche le bon contact, c'est de garder une qualité de contenu et une pertinence. Par exemple, aujourd'hui, on fait beaucoup de clients, on va les voir, on leur dit vous achetez trop cher. En fait, on va vous proposer systématiquement des alternatives moins chères. Donc on se connecte à leur outil d'achat. Le problème, c'est qu'on doit être absolument certain que l'alternative répond exactement aux mêmes critères. Donc c'est un gros travail de data en fait. Ok, donc on a trois piliers que vous connaissez aussi, les références, le contenu, la donnée client. De ton côté, Pascal, la question du référencement, elle a été attrapée par une autre extrémité, c'est que finalement ton point de vente, ta base de vie est relativement petite, tu as un petit nombre de mètres linéaires, pourtant tu voulais proposer un assez grand nombre de références. Alors comment est-ce que tu as tordu le sujet ? Alors c'est vrai qu'il y a une chasse de plus en plus importante à plus de références, toujours plus. Moi je crois plus à la pertinence de la référence pour répondre à un besoin client. Et quand on a fait émerger cet écosystème, la première chose qu'on s'est dit, c'est comment on va faire dans un contexte de marché mature. On arrive, personne ne nous connaît, pour améliorer l'expérience d'achat de nos clients. Alors on s'est dit, on va faire du physique, parce que c'est ce qu'on sait faire peut-être. Et puis on va ajouter du digital, donc physique et digital, donc figital. Alors déjà pour faire ça, il ne faudrait pas être lesté par des systèmes d'information très lourds ou une histoire très importante. Et donc on a décidé de partir d'une feuille blanche. Donc je suis rentré dans un incubateur de start-up pour désapprendre, pour réapprendre, et me dire on va partir d'une feuille blanche. Et donc on a réécrit tous nos gestes métiers pour se dire finalement en quoi et où on doit améliorer les processus pour permettre à un moment donné que notre client, quel que soit l'endroit d'entrée dans l'écosystème, il puisse réaliser son achat avec beaucoup d'agilité. Alors ce qu'on a fait, donc on a ce qu'on appelle des bases vies, ce sont des magasins, hein, pour le B2C, c'est plus facile, des magasins qui sont en fait l'amplitude d'une camionnette. À l'avant c'est le bureau, à l'arrière c'est l'entrepôt. Dans une de nos bases vies, donc c'est un lieu de ralliement, le base vie sur un chantier. Donc on s'est dit, on va appeler ça une base vie. À l'arrière de notre bâtiment, on a 10 000 références, donc sur 200 mètres carrés, 250, qui sont organisées comme un entrepôt. C'est un hub logistique avec un chemin de picking pour aller très très vite dans la délivrance du produit, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, un des entrants du marché, c'est quand même la vitesse de délivrance du produit. Il faut aller vite. Les gens n'ont plus de stock dans les camionnettes. D'abord, ils n'ont ni de l'argent, ni
ni la capacité d'avoir le stockage dans cette camionnette. Et donc, nous, on doit être leur camionnette. Et donc, on s'est organisé avec des systèmes d'information extrêmement agiles, en mode SaaS, qui nous permet de délivrer très vite. Et puis, on s'est dit, mais finalement, l'enjeu du Phygital, finalement, c'est l'extension de gamme. Parce que, on le disait tout à l'heure, finalement, sur le net, on peut mettre 1 million, 10 millions de références. C'est un clic, un machin, bon, ça coûte, mais on peut le faire. Dans un lieu physique, c'est quand même compliqué. Et donc, nous, on avait 200 mètres carrés à consacrer à ça. Et donc, on s'est dit, on veut que nos clients puissent toucher le produit quand même. On ne voulait pas de comptoir réellement et on ne voulait pas de service non plus, puisqu'en fait, le principe même de la vente de notre business, c'est du order and collect. Donc, on a fait ce qu'on appelle des écorchés. Donc, on a tous les produits en vrac. On a 10 000 produits présentés que le client peut toucher, voir, etc. Évidemment, c'est un enjeu de cette densité de produits. Elle a un pendant merchandising qui est d'améliorer la lecture de la gamme, parce que plus vous mettez des produits, plus il faut quand même que les gens puissent comprendre ce que vous mettez sur les produits. Et donc, on a 10 000 produits sur un showroom, on va dire, qu'on peut choisir. Ils sont en disponibilité immédiate, mais en même temps, on a développé des QR codes. Alors, il y a des gens qui font ça aussi très bien. Ils mettent un QR code, c'est une digitalisation du point de vente, sauf que leur QR code, parfois, c'est finalement un nouveau magasin qui est un magasin virtuel, qui est leur site internet. Nous, on a essayé, donc d'abord, tous nos magasins sont en ligne. Notre système est un back-office hyper centralisé avec le référentiel produit, le référentiel client et la logistique au même endroit, qui nous permet, de quelque endroit que nous soyons dans notre écosystème, avec un seul code unique, de pouvoir à la fois commencer son panier par téléphone, le continuer sur son ordinateur, le continuer en base vie, le continuer avec, nous on appelle ça des proboxers, avec un collaborateur technique, et tant qu'il n'a pas fini son panier, il est toujours sur le même panier. Ce qui permet de ne pas avoir de rupture. Et ce qu'on a fait aussi, et c'est la chance, on a décidé ça, mais de le faire from scratch, c'est qu'on a notre stock en temps réel. Dès qu'une vente est réalisée dans une base vie ou à l'entrepôt, parce que notre entrepôt livre aussi le net, puisqu'on a un site internet aussi, eh bien, le produit est décrémenté tout de suite, ce qui évite quand même les désagréments de la promesse client non tenue. Donc, tout notre système est en réseau. Et ça nous donne une agilité assez formidable et nous permet aussi de faire à la fois de l'order and collect, mais aussi du click and collect, de livrer sur les chantiers et de mettre à disposition les produits avec un cut-off Internet à 18h qui nous permet de livrer la nuit et de mettre à disposition le lendemain matin à 6h du matin dans nos bases vie ou chez le client le produit qu'il a commandé la veille. Dans les bases vie, on a des casiers au cas où... Alors, on a des casiers, si on peut venir la nuit pour récupérer la marchandise qu'on a soit passée par téléphone, soit sur Internet, soit dans la base vie. Et au moment où c'est intéressant pour le client, il vient. On voulait le moins de contraintes possible et le plus d'agilité pour qu'il puisse récupérer sa marchandise quand il le veut. Je voudrais qu'on reprenne juste un tout petit peu le parcours de ton client, parce que c'est atypique. Les 10 000 références, elles sont sur combien de mètres linéaires? Et surtout, une fois que j'ai flashé, là, que j'ai manipulé le produit, que je l'ai flashé, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je fais en tant que client? Alors, en fait, on a créé, donc, de n'importe quel device, on peut aller biper les produits directement. Donc, tout est digitalisé, y compris, on a un catalogue aussi de 1000 pages, mais on a aussi des QR codes et des codes barres dessus. Donc, on peut aussi passer des commandes grâce à ce biais. Le client bip, il a d'abord... tu utilises ton micro. Il a une carte de membre, on va dire, de client, qui est valable dans tout l'écosystème. Il a une seule carte, il arrive, il se connecte dans la base vie ou de chez lui. Et là, il est sur son environnement personnel et il commence ses achats. Si on n'est pas digital, on peut quand même passer des commandes, on peut être accompagné par un conseiller technique. Et puis, l'histoire de sa commande ne se termine que lorsqu'il la valide. Et donc, il peut biper. On a 10 000 produits en stock immédiat et 10 000 produits en stock en J+1 sur notre entrepôt de Bruyères.
Et ça, c'est livré en J+1 le lendemain matin. Il a validé sa commande. Il a validé sa commande. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que on a aussi dans notre environnement, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Vas-y, fais-le maintenant. Un environnement. Alors, quand on a discuté avec on a rencontré beaucoup de nos clients, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir une communauté assez large, qui nous permet aussi de qualifier nos gammes. Nos chefs de produits rencontrent des experts produits, des clients, etc., pour qu'on soit dans une démarche de test and learn en permanence. Et donc, quand on a discuté avec eux, on s'est aperçu que finalement, ils étaient assez seuls. Et donc, on a créé dans cet environnement, dans ces magasins, un environnement que nous, on a appelé attentionnel. On a, par exemple, un bar communautaire qui est en fait un flagship pour nous. C'est un look, c'est un boîte coffrage, café. Un wagon coupé en deux, là, SNCF, qui donne un look un peu indus. On a par exemple, toutes les cloisons sont faites en boîte coffrage, etc. On essaye d'immerger les gens dans leur environnement et on peut manger sur place, on peut prendre une douche. On a un bureau à disposition, donc ce sont aussi des espaces de coworking. Souvent on dit, dans Paris, il y a beaucoup d'espaces de coworking pour les cols bleus. Nous, on en fait pour les cols blancs et nous, on en fait pour les cols bleus. Et évidemment que le développement que l'on fait est un développement par maillage territorial, donc on veut être en proximité. Donc nos magasins font à peu près 1000 m², mais on va en faire par exemple une dizaine très rapidement. On en fait un par mois en ce moment. Okay. Voilà. Alors, beaucoup de références, accessibles dans mon point de vente. Je scanne. Le temps qu'on me prépare ma commande... 10 minutes. 10 minutes, le temps d'un café, je vais me poser, je retire ma commande, je repars. Donc j'ai une façon différente de gérer mon lieu de transaction, et tu dis par de l'attention. Oui, alors je peux être aussi livré dans Paris en 1h30, sur son chantier, à l'endroit où on décide, où le client décide d'être livré. D'accord. Donc là, on vient d'avoir, pour moi, 2 éclairages. Un éclairage autour de comment gérer ou comment en B2B aujourd'hui, on gère de plus en plus de références avec 2 traitements différents chez Manutan et chez Probox. Et par ailleurs, un point important aussi autour de la façon de faire vivre un point de vente qui n'est plus un point de vente. Je voyais récemment des publications autour des points de vente B2C qui évoluent vers des lieux d'expérience. Il se passe exactement la même chose finalement côté B2B. Et si vous allez visiter une base Probox, vous verrez que ça a une autre tête. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de transaction et un lieu de vie. Ok, donc ma distribution évolue, ma façon de distribuer évolue. Pour distribuer et pour faire mon métier, on l'a entendu tout à l'heure, je vais avoir besoin de beaucoup de références, je vais avoir besoin de données, mais je vais aussi avoir besoin de contenu. Et donc il y a un enjeu qui est historiquement fort dans cet univers où il y a besoin de beaucoup d'infos, mais que beaucoup d'acteurs B2C croisent également, qui est celui du contenu. Jean-François, tu nous introduis le sujet avec quelques chiffres ou quelques éléments sur le contenu, puis ensuite on passera la parole à Pierre-Olivier. Ok, alors je vais essayer de l'introduire. Nous, on a noté chez UPS que beaucoup d'acheteurs avaient déjà fait beaucoup de chemin avant de nous rencontrer. Et on estime que 50 à 60% du processus d'achat, ce qui est important pour eux, a déjà été fait avant la première rencontre. Donc je vais rebondir sur ce qui a été dit auparavant, où il faut essayer de les influencer en amont. Et en B2B, on a plusieurs stakeholders qu'il faut savoir influencer. Les réseaux sociaux sont importants. On produit aussi beaucoup de contenu pour que nos forces commerciales puissent se les approprier, notamment sur le B2B e-commerce. Je vous ai présenté une étude, ou le B2C e-commerce, on a une étude Pulse of the Online Shopper qui fait exactement la même chose pour que les commerciaux puissent, via LinkedIn, influencer les acheteurs. Après, ça, c'est des notions d'information push. Je pousse ces informations sur le marché. Et puis il faut faire attention en B2B sur tout ce qui est expérience client, parce qu'elle est utilisée dans tout ce qui est référencement. Si vous avez une bonne expérience client, vous montez dans les algorithmes, donc vous montez sur la liste des acheteurs préférés. Et dans cette expérience client,
on s'est rendu compte aussi que le monde vérité clé, c'était aussi celui de la livraison. Donc ça, c'est, je dirais qu'il y a deux aspects, l'information push puis l'information pull, où là, il faut faire attention à ce moment clé qui est finalement la réception des colis, notamment B2B, parce que les unités de valeur qui sont dans les colis sont très très importantes. Ok. Alors, côté du contenu, historiquement, les acteurs de la VAD, les acteurs qui faisaient du catalogue, de manière plus générale, les acteurs qui faisaient du B2B avaient besoin de fournir beaucoup d'infos. Donc il y a déjà une grosse culture de la production du contenu, de l'indexation du contenu, etc. Aujourd'hui, on va plus loin. On a entendu qu'on couplait le contenu avec la donnée client. Lorsqu'on a échangé en amont, tu m'as raconté une histoire de store. Et je trouve que c'était intéressant parce que quand j'ai posé le mot contenu, tu m'as parlé de store. Au début, j'ai mis un peu de temps à faire la connexion sur pourquoi c'était du contenu. Tu peux nous la raconter et nous faire la démonstration? Alors déjà, en amont, aujourd'hui, un acheteur en B2B qui se pose une question, à 80%, il va chercher sur les moteurs de recherche. Donc en fait, sa clé d'entrée devient le web, alors sur son mobile. Et en fait, je ne sais pas si c'est paradoxal ou pas, mais globalement, nous, on s'est rendu compte que quand on a lancé des marques, si on se centrait sur le 20-80, en fait, on générait très peu de valeur parce que souvent, le 20-80, ils savent où le trouver. En fait, l'entrée dans la recherche, notamment sur Google, en B2B, va se faire par des termes relativement techniques. Alors, d'où l'intérêt, je veux dire, l'absolue nécessité même d'avoir un contenu très qualifié pour pouvoir en fait amener le client sur ces produits-là, qui fait qu'il va connaître la marque et donc rentrer en tant que client. Alors après, la deuxième question, effectivement, c'est la question du merchandising. C'est que nous, quasiment, je pense que le plus d'argent qu'on a mis, moi ça fait 17 ans que je suis chez Manutan et que je m'occupe de ces sujets-là, enfin au départ, je pense qu'on a mis le plus d'argent, c'est dans la digitalisation du contenu. En fait, on n'a pas arrêté de le refaire en permanence. Jusqu'à trouver un mode qui aujourd'hui nous convient à peu près, de gestion d'attributs, etc. Et je prenais cet exemple parce qu'en fait, on vend des stores. Voilà, donc on vend des stores aux entreprises. Et les stores, depuis des années, c'est un problème parce que c'est des produits qui se configurent, parce que c'est des produits qui sont faits à la commande. Donc on avait des chutes de vente, on avait beaucoup de réclamations. Jusqu'au jour où on s'est dit, il faut qu'on arrête, il faut qu'on se pose la question de comment on vend un store et qu'on configure en fait les stores. Donc on a travaillé avec un industriel pour configurer les stores, jusqu'au jour où effectivement on a eu une solution où non seulement on a explosé nos ventes, mais on a diminué nos retours. Et donc on a compris, en fait, nous on est dans un marché où très peu d'industriels ont la donnée. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec Nike ou Adidas, on ne travaille pas avec des informaticiens. Nous, en fait, on travaille avec des fournisseurs qui aujourd'hui n'ont même pas toujours conscience de la valeur de leurs données. Et donc, un de nos métiers est vraiment devenu, même plus qu'avant, de travailler avec des industriels pour fabriquer la donnée. Pouvoir la mettre dans des configurateurs, parce qu'on veut vraiment faire la différence avec la qualité du merchandising. Et donc, on est quasiment en train de créer nos propres... c'est pas le mot, mais une data factory. En tout cas, aujourd'hui, notre métier est devenu de plus en plus de structurer de la donnée, de la qualifier, pour pouvoir après jouer avec en ligne. Et on voit aujourd'hui, alors c'est basique ce que je vais dire, mais toute gamme qui est retravaillée, sous un angle client, avec les bons attributs, qui est reconfigurée, etc. Chaque fois, on a des explosions du taux de conversion. Et donc, dans le cas des stores, ça veut dire que la façon de le vendre, de le configurer, les interfaces ont réellement changé? Si j'achète aujourd'hui un store chez Manutan, ça ne se passe plus du tout comme hier? Non, parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans bien des cas, on ne savait pas tellement finalement comment le client achetait un store. Et que souvent, chez nous, c'était le chef de produit. Alors si je prends les élingues, les élingues, c'est ce qui sert à porter des produits lourds. Voilà, quelqu'un disait, c'est comme ça qu'on vend des élingues. En fait, maintenant, on ne travaille plus du tout comme ça. C'est-à-dire on s'assoit avec des clients, on configure avec eux, on comprend comment ils rentrent dans les élingues. Mais après, une fois qu'on a fait ça, il faut avoir la data. Et donc, aujourd'hui, on fait beaucoup ce travail d'intermédiation entre la façon dont un client rentre dans une famille de produits et ce qu'on va demander comme data, comme données en fait, aux fournisseurs. Ça veut dire que les fonctions, l'organisation a changé, que les équipes marketing, par exemple, n'ont plus la même tête qu'hier? Les équipes marketing, déjà, hier, elles intervenaient en amont. En fait, leur métier, c'était de dire voilà ce que je vais mettre dans un catalogue. Aujourd'hui, elles interviennent en aval, c'est-à-dire qu'elles disent voilà ce que j'ai mis, voilà ce qui est en train de se passer, donc voilà ce que j'adapte. Tout le métier du merchandising a complètement bougé. En fait, c'est beaucoup de travail maintenant, permanent, et qui en fait se fait une fois que les offres sont publiées. Mais avec des ROI tels qu'on travaille, c'est même assez surprenant en fait. C'est-à-dire que
Moi, il y a des fois, mais dans tous les pays, on est assez surpris parce qu'on pense vraiment avoir une famille de produits qui est déjà très bien décrite. On reprend le travail, donc avec toute la chaîne, catégorie manager, les équipes merchandising, etc. On passe en test client, on réinvente la famille et les taux de conversion. Et en fait, c'est permanent parce que probablement aujourd'hui, que la façon dont on vend les stores, dans 6 mois, 1 an, il va falloir la faire évoluer. Alors, l'avant-dernier point, avant de terminer cette intervention, c'est de faire un petit tour sur la fin de l'histoire commerciale, donc la supply chain, la livraison, la dernière relation avec le client. Et là, c'est à Jean-François de parler, puisque c'est vous qui faites les livraisons. Qu'est-ce que tu as comme petite histoire à nous raconter ? Petite histoire à raconter sur les livraisons, j'en ai beaucoup. Je pense que ce qui est important en B2B e-commerce, on a un peu parlé, même beaucoup, c'est tout ce qui tourne autour de l'information, qui est un service. Sur la slide qu'on vous a présentée au début, on a vu que 86% des acheteurs attendaient des services à valeur ajoutée. Donc vous achetez des produits, mais vous attendez aussi derrière un service. Et toute la supply chain derrière est extrêmement complexe à organiser. Je vais vous prendre l'exemple de Sealed Air. Sealed Air, c'est une entreprise qui a 500 techniciens, qui a des machines de nettoyage industriel pour des hôpitaux, pour des supermarchés. Et ces machines ne doivent pas tomber en panne, parce que sinon, on est obligé de fermer une branche d'hôpital. Donc ils ont 500 techniciens, 19 entrepôts, et aller chercher la bonne pièce pour faire l'intervention en J+1, même en moins de 8 heures, c'était très compliqué pour eux, parce que les techniciens perdaient beaucoup de temps dans les embouteillages pour aller chercher la pièce. Les niveaux d'inventaire étaient extrêmement élevés parce qu'il y a toujours des inventaires de sécurité. Donc on a discuté de manière très ouverte avec eux. Et au départ, on leur a dit, écoutez, envoyez directement la pièce dans les hôpitaux, sur les lieux d'intervention. Ils nous ont dit, non, ça ne marche pas parce qu'il y a 3 problèmes. Le premier problème, c'est que les pièces sont de très haute valeur ajoutée. Donc il y a des gens qui les volent. Si elles ne sont pas volées, il y a des gens qui prennent la pièce et qui veulent réparer tout de suite la machine, qui ne sont pas qualifiés, et donc qui cassent la machine. Alors qui est responsable pour le renouvellement de la machine? Ça, c'est un vrai problème. Et en termes de relations clients, c'est extrêmement compliqué. Et puis le troisième problème, c'est que si le vol ou l'intervention n'ont pas eu lieu d'être, vous envoyez la pièce au nom d'un technicien dans un endroit où il n'est pas connu, donc la pièce est stockée quelque part. Et bon courage pour aller trouver la pièce dans un hôpital. Donc on a dit, ok, très bien. Première chose, vous allez envoyer les pièces, non pas sur votre lieu d'intervention. Vous n'avez pas demandé au technicien d'aller les chercher, parce qu'il y a autre chose à faire. Vous allez les envoyer dans des points relais access point, donc des endroits où on peut retirer des pièces. Vous êtes tous familiers avec ce genre de commerçants qui vous permettent de retirer vos colis. De facto, le technicien a beaucoup moins de trajets à faire. Sa tournée est optimisée, il a plus de temps pour faire du relationnel client, du reporting, de se former, etc. Donc on augmente le temps disponible des techniciens de manière très importante. Il faut savoir que les cols bleus, on a aussi des difficultés à les recruter, puisque aux Pays-Bas, il est plus facile de recruter un médecin qu'un technicien. Et puis le deuxième bénéfice pour vous, c'est vous allez pouvoir concentrer tous vos inventaires dans un seul entrepôt, donc baisser vos niveaux d'inventaire de sécurité. Et là, je peux vous dire que la trésorerie s'en est trouvée largement facilitée. Mais ce n'est pas simple. Ça nécessite des discussions, ça nécessite de mettre de l'humain derrière dans les process de supply chain, ça nécessite beaucoup de discussions. Mais derrière, le payback en termes de supply chain est là. Mais c'est quand même quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre. Ok. Alors, dernière question avant de prendre les questions de la salle. Demain, Jean-François, tu passes dans le B2C, tu changes d'univers, tu arrives dans cet univers. Qu'est-ce que spontanément tu vas vouloir mettre en œuvre? Qu'est-ce que tu transposes de ton expérience B2B spontanément vers le B2C en étant convaincu que ça doit faire levier? Alors, convaincu, je testerai toujours, mais en tout cas, je pense que la partie pricing spécifique, parce qu'en B2B, on a des accords aussi qu'il faut remettre aussi. Il faut que ça fonctionne, ces accords de prix spécifiques dans le digital. Ça, c'est compliqué à mettre en œuvre. Et voilà, étant un peu une forte expérience en revenu management et yield management, je pense que cette partie-là de pricing qu'on a peu abordée aujourd'hui, je pense qu'en termes de B2C, ça pourrait apporter une valeur ajoutée sur une approche différenciée en B2C. D'aller en B2C ? Ah bon, déjà, j'irai jamais. C'est trop compliqué.
Qu'est-ce qu'on amènerait en B2C qui vient du B2B? Toi, en tant que professionnel, tu es recruté demain dans une entreprise de B2C. Ouais. Et qu'est-ce que tu amènes dans tes bagages et tu cherches à transposer pour faire évoluer la boîte? Peut-être en reprenant cette expertise, en tout cas ce savoir-faire qu'on a sur la gestion de différents contacts dans une entreprise, peut-être de voir si au niveau d'une famille, si au niveau d'individus qui vivent ensemble, il y a possibilité comme ça d'agréger des contacts en étant beaucoup plus ciblé sur qui achète quoi, qui influence qui, et donc pousser éventuellement à telle personne de la famille un produit qu'il n'est pas susceptible d'acheter, mais qu'il est susceptible de fortement influencer par rapport à ses parents ou des choses comme ça. Donc voir comment sa stratégie, cette dynamique de contact, mais bon, je ne sais pas du tout si ça pourrait faire du sens en B2C. D'accord. Pascal, pour terminer? Bien, si je revenais tu as commencé en B2C. Je crois que ce que j'apprends en ce moment, c'est... Moi, je suis issu d'une culture, quand le chiffre d'affaires va, tout va. Et je m'aperçois au fur et à mesure du temps, et de ce que j'apprends là, évidemment, en créant cette entreprise d'une page blanche, c'est que le back-office, c'est celui qui te permet quand même de tenir tes promesses. Donc c'est bien le chiffre va, tout va, mais c'est un peu à l'arrache. Moi, je crois que je porterai une attention très particulière à mes investissements en back-office. C'est peut-être moins glamour, mais c'est sûrement plus efficient, c'est-à-dire le référentiel, évidemment, client, produit, et surtout la logistique, qui permet, à un moment donné, de tenir ses promesses. Donc voilà ce que je regarderai d'une manière beaucoup plus pertinente. Ok, merci beaucoup. Alors on passe aux questions. Je pense qu'elle... voilà. Alors on va traiter celles qui ont eu le plus de succès pour commencer, puis ensuite on en prendra quelques autres. Donc Amazon Business, est-ce une menace pour Manutan et Probox? Pour Probox, je pense, non? Non, oui. Oui, de toute façon, je pense que quelqu'un qui dit quand Amazon rentre sur un marché que ce n'est pas une menace, c'est qu'il n'a pas regardé ce qui se passe. Après, aujourd'hui, le B2B aussi, c'est tout un ensemble de forces de vente. Encore une fois, moi, je crois beaucoup à la garantie du contenu. Je crois peu au modèle pure place de marché. Parce que moi, j'ai fait des tests, par exemple, j'ai eu 8 livraisons différentes, la facture en allemand, etc. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour acheter, si on veut acheter un ordinateur pour un artisan ou pour une société de service, oui. Pour aller vers des choses assez complexes, par exemple, nous, on a équipé toute cette salle, c'est nous. Pour l'instant, j'y crois pas trop. Donc, en fait, je pense qu'Amazon oblige toujours. Le truc d'Amazon, encore une fois, c'est que ce qui était notre métier, ce à quoi le client a été prêt à payer pendant des années, comme la Redoute, les 3 Suisses, mais de façon générale, ça n'a plus de valeur, quoi. Nous, avant la distribution, c'était un métier où on prenait une famille, on cassait les prix pour que le client vienne. Aujourd'hui, ils ont cassé le prix de tout le métier. Parce qu'en fait, leur idée, c'est l'écosystème. Et donc, si aujourd'hui, on ne sort pas de ce métier et se dire, en fait, stocker, distribuer, c'est totalement une commodité, et c'est autour de ça que je construis des solutions, alors effectivement, je pense qu'on est mal par rapport à ce qu'ils savent faire. Pascal, ta vision de Amazon Business? Nous, on est tout petits, ils sont très gros. Non, nous, il faut qu'on regarde un petit peu. Je n'ai pas l'outrecuidance de penser que je me mets à peu près au niveau d'Amazon Business. Mais en même temps, c'est vrai que c'est interpellant, la manière dont ils fonctionnent. Bon, voilà, après, on a aussi nos atouts, et moi, je crois que le physique a ses atouts. Pour l'instant, ils n'y sont pas. On verra demain s'ils vont dans les magasins physiques, surtout sans personne dedans. Parce qu'ils ont commencé à faire ça, mais bon, c'est pas... voilà, pour le moment, on les observe. Okay. Parmi les 2 questions suivantes qui te sont destinées, tu en choisis une, laquelle? On peut dire l'objectif de Probox en termes d'ouverture de magasins, ça va être, c'est comme tout, à la limite, c'est le cash dont on dispose et l'autocash qu'on se fait pour développer. Pour le moment, on crée un premier écosystème à Paris. Globalement, on va faire 10-15 magasins très vite. Voilà. Après, on est en test and learn. Il faut être... vous savez, quand on crée quelque chose, il y a 50% qui va peut-être être mis en cause, et 25 qu'il va falloir réinventer, et 25 qu'il va falloir abandonner. On est dans cette perspective-là, et on est dans notre run. D'accord.
Pierre-Olivier, il y a une question qui n'est pas à l'écran, je vois parmi les questions qui ont été posées, qui est est-ce que tous les collaborateurs de Manutan ont la possibilité de créer du contenu au nom de Manutan sur LinkedIn? Ou seulement les directeurs? Non, on est quand même plutôt... Alors, parler au nom de Manutan, sur un point de vue, aujourd'hui, c'est des collaborateurs on s'organise. Quand on prend la parole sur les points de vue de Manutan, etc., après, chaque collaborateur peut publier sur LinkedIn... mais notre stratégie de contenu, notre stratégie de communication, c'est quand même organisé. D'accord. Toujours une question LinkedIn. Comment vérifiez-vous la pertinence du bon contact et comment avez-vous obtenu 6000 contacts sous LinkedIn? Alors la pertinence du bon contact, globalement, nous on croise à peu près, on a des bases de clients, etc. Mais aujourd'hui, moi quand j'envoie des articles, on regarde aussi le taux de mauvaise distribution, tout ça. Donc voilà. Et quant aux 6000 contacts, c'est un travail de longue haleine que je fais avec mon assistante. Voilà. Bon, en fait, après LinkedIn, il y a quand même des... ils proposent quand même relativement assez vite des profils, etc. Et encore une fois, en fait, c'est vraiment... Moi, ce que j'ai appris sur LinkedIn, c'est que c'est de personne à personne. Donc la pertinence du contenu concret. Et puis après, petit à petit, en fait, la communauté des personnes viennent suivre. Voilà. Ok. Allez, une dernière question à propos du... Ah, bon, ça sera la dernière, je la pose quand même. À propos du pricing, comment fait-on pour faire coexister des prix nets et des prix négociés? C'est pour toi. Alors, nous, on n'a pas de prix net. Ça n'a jamais existé. C'est aujourd'hui le gros problème du B2B, mais que nous, on n'a pas. En fait, nous, on a une filiale en Angleterre qui vend aux artisans et qui explose, digital, purement digital, qui a triplé son chiffre d'affaires et en 2-3 ans. Parce que le modèle avant des artisans, c'était j'ai un catalogue, j'ai une poignée de porte, madame, elle vaut 100, moi je voulais à 80, sauf qu'il l'avait à 40. Puis vous l'aviez à 30, vous l'avez à 20. Aujourd'hui, une place de marché, type Amazon arrive, il dit le produit, en fait, il vaut 20. Et donc, quel prix, aujourd'hui, un retailer B2B affiche? Alors nous, de façon, comme on vient de ce métier-là, et on a toujours affiché des prix, les remises qu'on fait sont des remises de volume. Voilà. Et donc, on va proposer à un client... X% en fonction de sa consommation. Mais nous, aujourd'hui, 90% des clients qu'on recrute viennent de Google, viennent de shopping, et donc le prix affiché est un prix compétitif. Mais c'est le gros sujet du B2B pour les prochaines années. Tu as la même pratique, je crois. Alors nous, on est en... Oh pardon, excusez-moi. Nous, on a décidé d'être en prix net et non pas en produit, en prix costume, c'est-à-dire un prix tarif avec une remise de 50%, comme dans les canapés dans les années 70. Et donc, notre prix est identique, quel que soit le canal, mais nous avons aussi des prix par quantité en fonction des marchés qui sont traités. Ok. Merci beaucoup. On a commencé avec 5 minutes de retard. On termine avec 5 minutes de retard. Voilà. Et on vous remercie tous. Merci. Belle fin de journée. Au revoir.